Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires de janvier avec les potes sur Twitch comme d'habitude. Bonne année à vous parce que c'est la première vidéo je crois. Ah non, j'ai commencé à filmer le vlog hier, mais comme je vais mettre celle-ci en ligne en mercredi, vaut mieux que je vous dise bonne année maintenant. Est-ce qu'on s'en mêle pas un petit peu les pinceaux dans le calendrier? Peut-être, peut-être un petit peu. Bonne année à tous et du coup on va se retrouver pour les sorties littéraires de janvier. J'en ai mis, je vais vous dire ça. J'en ai mis 23. J'en ai mis 23. En sachant que... En sachet Non, en sachant... en sachant que le premier, je l'ai déjà. Mais je l'ai en anglais. Comme d'habitude, l'histoire de ma vie, c'est j'achète un livre en anglais, je ne le lis pas, évidemment, et il sort en français. Et là, je me dis, ah, j'aurais dû le lire. Mais ça me fait ça tous les ans, tous les mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, il y a des transitions, oui, vous avez vu. Je vous ai dit que j'avais rendu le truc hivernal. Voilà. Donc, j'ai mis janvier. Ah bah, alors là, franchement. Bon, que ce soit pour la vidéo ou pour le live, sachez que chacune de ces diapos, et franchement, je me suis pas trompée sur mes ordonnances et je me suis dit, c'est bizarre, je me trompe toujours à un moment donné. Voilà. C'est tout. Alors, je vous le dis tout de suite, toutes les diapos sont à janvier 2022. Parce que je l'ai changé une seule fois. Donc, toutes les diapos sont en janvier 2022. Écoutez, les gars, vous savez que c'est 2023, d'accord? Vous le savez, c'est tout. Je suis un peu en retard, ouais. Oui, janvier 2023, bien évidemment. Je trouvais ça bizarre aussi que je me sois pas encore plantée au travail. Je vous jure, je m'étais dit, c'est bizarre, d'habitude, je me plante toujours à un moment donné. Et là, bah non, bah là, c'est en vidéo, voilà, c'est pas grave. C'est janvier 2023. Donc, non, les livres ne sont pas déjà sortis. Donc, le 4 janvier 2023 sort. Moi, je l'ai en anglais, je vous montre. C'est donc moi, c'était A Deal with the Elf King et il disait que c'était une. Moi, si je l'ai acheté à la base tout seul, mais je crois qu'il y a un tome 2 maintenant. Salut Karine, c'est que c'était une nouvelle de Married to Magic. Regardez, c'est noté là. Alors, chez Big Bang, c'est pas noté, donc en même temps, est-ce qu'ils ont sorti le truc de base? Je ne suis pas sûre. Donc, je vous montre un petit peu peut-être la version VO de base, parce que j'aimerais bien qu'ils aient gardé la même chose. Regardez comme c'était joli. Hop. Et la carte, elle est trop belle, je trouve. Et comme je trouvais ça trop beau, je voulais vous montrer. Eh, ça fait moche la porte, là. Pourquoi on m'avait pas dit que c'était moche? Tout. Voilà. C'est mieux, là. Hop. Comme ça. Je trouve ça très joli. Et après, la mise en page était comme ça. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose? Je ne sais pas. Dans cette histoire, on a le peuple des elfes qui ne viennent, on vous dit à chaque fois, que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, c'est la merde. Dans les deux cas, c'est pas très bon signe quand tu les vois arriver. Et là, ça se passe, on vous dit... je vais pas pouvoir, il faut pas que je vais pas traduire en direct. Donc on vous dit, il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de cette race puissante qui pratiquait la magie. Et fort heureusement, un traité a été signé. Mais pour honorer ce traité, les humains du village de Capton, du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et qu'elle parte vivre avec lui. Et évidemment, on se retrouve avec Luella qui est âgée de 19 ans, on vous dit, et elle a fait des études pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où, évidemment, vous vous en doutez, le roi elfe se ramène pour elle, évidemment. Ça se voit un petit peu, tu vois. Donc... voilà, moi, franchement, il m'intéressait beaucoup, comme vous le voyez en anglais déjà. Donc forcément, la sortie française me fait bien envie aussi. Mais je me dis, étant donné que il fait, je vous dis ça sans me spoiler, 317 pages, est-ce que je me le lirai pas en anglais quand même, en fait? Peut-être. Après, il sort jeudi. Il sort jeudi, donc ça vaut peut-être le coup, mais... vous voyez ce que je veux dire? Vu que je l'ai déjà... Est-ce que ça se lit bien? Ça, c'est une autre question.
Est-ce que je comprends la première phrase? Ça, c'est le test incroyable. Oui, en fait, c'est la première phrase du résumé. C'est la première phrase du résumé. Bon, on va peut-être se le faire en anglais, du coup, ça serait con de le racheter, parce que je suis plus avec Big Bang, maintenant je suis partenaire avec Brajlon. Alors même s'ils sont sympas et qu'ils peuvent t'envoyer des livres d'autres trucs, je pense que c'est une grosse sortie et que tout le monde va le demander, donc bon, on se le fera peut-être en anglais du coup. Et salut Bonnie Blues! Tu l'as lu en anglais, ça se lit plutôt vite. Ah bah voilà. Bon bah super, merci Bonnie Blues pour ton avis. C'est cool, ça me donne envie aussi de le découvrir en anglais du coup. Ensuite, sortie suivante de janvier, je rappelle, 2023. On est avec... ah bah celui-là je l'ai. Entre terre et ciel, le tome 1, donc Soleil Noir, aux éditions Brajlon, c'est de Rebecca Roanors. Regardez la différence en caméra. En vrai, il est plus comme la photo que je vous montre. Hein. Il est moins bleu qu'en caméra. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Je trouve la couverture très jolie. On vous dit, dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau. Mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire. Et on est avec un navire qui doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Xiala, est une tique... T-E-E-K, en disgrâce dont le chant apaise la mer aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle couvert de cicatrices et drapé dans le manteau de la destinée. Or, Xiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. En vrai, il a l'air bien, hein. Ça a l'air d'être de la fantaisie assez sympathique, mais je me souvenais plus du tout du résumé. Hein. Vous voyez, des fois, on choisit dans les catalogues et tu le reçois, tu fais mais de quoi ça parle ce truc? T'as lu le résumé une fois, ça avait l'air cool, voilà quoi. Tu l'as mis aussi? Ah bah cool, Maïela. Cool. Mais écoutez, je vais le découvrir. Hein. Je vais essayer de le découvrir. Il sort quand? Bah jeudi. Je ne le découvrirai pas pour jeudi, mais on va se le mettre dans la pile à lire de bientôt. Voilà, la pile à lire de bientôt, c'est la meilleure pile à lire de toutes. Ensuite, alors là, celui-ci, je vous avoue, je l'ai demandé a posteriori, je l'ai demandé en préparant cette vidéo parce que vraiment, je le veux. Voilà. On est avec Si j'avais ton visage de Frances Cha aux éditions Hauteville. On est en Corée du Sud, vous le savez peut-être. Moi, j'apprends le coréen, J'adore la Corée du Sud, j'adore leur évolution. Rien que samedi, là, j'ai un cours d'histoire de la Corée, si vous voulez. On est là, je prends des cours d'histoire de Corée du Sud. Alors, à la base, Corée tout court, hein, Joseon et tout ça. Et après, Corée du Sud, là, en ce moment, je crois que là, de janvier à mars, ça va être uniquement Corée du Sud parce qu'on est après la séparation, après la guerre de Corée. Donc voilà. On vous dit Kyori, qui est une femme d'une éblouissante beauté qui occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesse de Séoul. Un établissement haut de gamme où elle pousse les hommes à consommer de l'alcool. On suit aussi Mio, qui est sa colocataire, une talentueuse artiste élevée à l'orphelinat qui a décroché une bourse pour étudier à New York. Elle rentre en Corée, elle est prise dans une relation fragile. J'imagine qu'on va être avec un côté un peu toxique, parce qu'on vous dit qu'elle est prise dans une relation fragile avec l'héritier de l'une des plus grandes entreprises du pays. Donc clairement, un gars bien fortuné, comme dans les dramas, vous savez, ce petit héritier là. Mais peut-être que c'est un psychopathe du coup, si c'est une relation fragile. Je sais pas. Je sais pas, on verra bien. On est aussi au même étage avec Ara, une coiffeuse qui ne pense qu'à deux choses. L'un des membres d'un groupe star de K-pop auquel elle voue un culte obsessionnel, et sa meilleure amie qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie esthétique. Et je trouve que ça va parler de tellement de choses qui sont inhérentes à la Corée. On a celle donc, qui sort avec un chaebol globalement, avec un gars méga fortuné, avec un héritier. On a celle qui est dans un bar à hôtesse parce qu'elle est super belle, et je pense qu'on va parler du culte de la beauté parce que juste derrière, on a celle qui va faire de la chirurgie esthétique. Et à l'étage au-dessous, on a Wona, une jeune mariée qui essaie d'avoir un enfant essaie de concevoir un enfant qu'elle et son mari n'ont pas les moyens d'entretenir tant le climat économique de la Corée est brutal. J'étais donc en train de parler de Si j'avais ton visage, qui a l'air de peindre surtout, une vision de la Corée du Sud qui est super intéressante. Et puis on va aussi parler de l'économie de la Corée qui a énormément évolué ces dernières années. Je sais pas si vous avez vu des photos de, la Corée en 1900 et la Corée maintenant.
What? Franchement, c'est incroyable. Leur évolution, elle est incroyable à ce niveau-là. Donc vraiment, ça me fait super envie. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui qui dit que je vais le recevoir. Donc on en parlera ce mois-ci. Il sort là le 4 janvier, jeudi. Vous pouvez l'avoir avant moi, je pense. Mais voilà, je pense qu'on en reparlera sur la chaîne d'ici là. De toute façon, en janvier, il y a 2 livres qui parlent de la Corée qui m'intéressent. Et je veux les 2. Le deuxième, je vais me l'acheter. Globalement, je le sais déjà. Je vais me l'acheter. Ensuite, je sais plus ce que j'ai mis. 4e sortie de janvier, oui, Copa Paco. Du coup, on est à la 4e sortie. Donc ça va, t'as pas loupé grand-chose. T'as pas loupé grand-chose. Ah oui, j'ai mis quand même le Quatuor des Smiths de Julia Quinn, les tomes 1 et 2. C'est l'autrice quand même de la chronique des Bridgerton. Moi, personnellement, je regarde la série. Je suis pas sûre de commencer une nouvelle série comme ça de livres. De ce que j'ai compris au niveau écriture, c'est pas un truc incroyable, c'est pas fou non plus. C'est genre de la petite romance sympathique. Oula, je casse tout. C'est un peu comme de la petite romance sympathique historique. Alors moi, je vous avoue que la série me va très bien, donc je pense que je me l'achèterai pas. Mais pour les grands fans de ça, ça peut être intéressant. On va pas se mentir, ça peut en intéresser certains. Ensuite, 5e sortie, Skyhunter, l'arme secrète. Alors, attention, comme d'habitude avec De Saxus, on sait pas vraiment si ça va sortir à la bonne date. Bon, après, je sais pas, là c'était quand même noté au 5 janvier, mais je crois qu'il y a les 2 sorties que j'ai mises de De Saxus dans cette vidéo qui sont notées au 5 janvier sur tous les sites. Donc, j'en sais rien. Donc, si j'ai mis en tout cas cette sortie, c'est en effet parce que c'est Marie-Lou, je crois que c'est Marie-Lou, je crois, qui a écrit Legend, ok, mais qui a aussi écrit Warcross, que j'avais adoré. Ouais, c'est ça, moi aussi, Little. En fait, je l'ai mise. Mais les 2 de Saxus que j'ai mis là, vous allez voir, c'est parce que j'adore les autrices en fait. Et alors, c'est pas que ça me saoule que ça soit de Saxus qui les sortent, mais un peu. Warcross, c'était quand même Pocket Jeunesse et c'était trop bien. C'était super bien. Donc Skyhunter, on vous dit qu'on est dans un monde brisé par la guerre, avec un groupe de jeunes soldats qui est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Ok. Donc on est dans un monde avec la fédération Karenza qui a conquis de nombreux pays. Et on a Mara qui est la dernière nation libre au monde. Les réfugiés fuient vers sa frontière pour échapper à un sort bien pire que la mort, la transformation en créatures mutantes connues sous le nom de spectres et qui sont envoyées par la fédération pour attaquer Mara. Je suis désolée, je sors du drama coréen. Du coup, je roule les R, pardon. Et moi, en fait, je me suis arrêtée à ça au niveau du résumé parce que je sais que c'est une autrice que j'aime beaucoup et rien que le fait de savoir qu'on a cette grosse fédération qui a conquis tous les pays sauf l'irréductible petit pays libre dans un coin avec des créatures mutantes, des spectres, je vais me le prendre, aïe aïe aïe. Et pourtant j'ai quasi la bonne résolution de moins acheter, mais là, vais-je pouvoir résister? Je ne crois pas, je ne pense pas. Je sais pas vous, mais moi je peux pas. Pas quand c'est une autrice que j'aime bien en fait. Comme je sais que j'aime déjà l'autrice, après imaginez la traduction elle est nulle. Oh non, je serais trop déçue. Ou peut-être qu'il faut que je le lise en anglais, il fait beaucoup de pages ou pas. Il est sorti en septembre 2020 en anglais. Bon, on verra. J'avais pas vu cette sortie mais j'ai peur de la trad. Ouais bah ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon, 2e avec De Saxus je crois et après on n'en parle plus. Non, même pas. Même pas. Pardon, j'ai mis les 12 d'Aritsar de Jordan Ifueko aux éditions Nathan. Alors, je trouve que la couverture, il y a quelque chose. Et en même temps, j'aime pas trop quand il y a des visages sur les couvertures, moi, de base. C'est pas trop mon truc. Mais on voit que ça peut être super intéressant. Il y a quand même pas mal de dorures. Il y a un milieu, je pense, une culture qui a l'air super chouette. Et on vous dit, avec la jeune Tarisai qui a grandi dans un palais isolé loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. Ça fait un peu réponse quand même, tu vois. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo. Au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission tout autre. Elle devra gagner l'amitié de Dayo, puis le tuer. Ça m'attire grave, ça m'attire carrément. Ouais, la couve, il y a un truc de... Je sais pas, ça fait...
Oserais-je dire que ça fait vieux, un peu, non? Je sais pas. Moi, je suis pas super fan. Il y a un côté vieux, mais en VO. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a eu pas mal de livres sortis avec ce genre de couverture-là. Et je sais pas, les visages de base, moi, ça passe pas. De base, j'ai du mal. Donc c'est tout. Quand ce sont des protagonistes noirs, j'aime beaucoup quand il y a des visages sur la couverture, question qu'ils soient vus. Ah non, mais ça, Karine, on est tout à fait d'accord. Heureusement, quoi. C'est la moindre des choses, ça, à un moment donné. Hein. Mais de toute façon, de ce que je vois, ils ont repris la couverture. Oh, il y a une couverture affreuse. Oh mon dieu. Il y a une couverture que je trouve très... En gros, t'as une couverture... Je vais... Est-ce que je vous la montre? Je sais pas. Il y a une couverture où, en gros, t'as un visage noir, mais formé avec genre un lion et une lionne. Et c'est bizarre. Je- Non, bah je préfère la couverture actuelle. Parce que l'autre, elle fait... Elle fait un peu peur, je trouve. Enfin, elle fait... Ça fait... Ça... J'aime pas. Voilà, j'arrête la polémique. Ça fait fantasy des années 80. La diversité en plus, ouais. 7e sortie. Ah bah voilà. Je crois que c'est le... J'espère que c'est le dernier de Sexus que j'ai mis. Oui, j'en ai mis que 2. De toute façon, il y en a sûrement que 2, s'ils sortent vraiment. Parce que c'est Victoria Aveyard. C'est pour ça que je l'ai mis. Victoria Aveyard, si vous la connaissez pas, c'est l'autrice de la saga Red Queen, saga qui m'a clairement fait un peu rentrer dans tout ce qui était Booktube, Booksta, etc. J'avais adoré Red Queen, un peu moins les autres tomes, mais Red Queen c'était... Voilà, j'avais adoré. Et là, on sort avec Terre brisée. On vous dit nouvelle trilogie fantasy. Voilà. Et on commence par Sauve le monde ou détruis-le. Ok, I'm coming. Tu vois. Ok, tu vois. Évidemment. Celui-là, j'ai envie, mais j'ai pas réussi à finir le dernier tome de Red Queen. C'est trop long et je comprends plus rien. Ah merde. Ah merde. Salut Tia. Salut Tia. Bah écoutez, celui-ci il me fait bien envie. Toi, tu l'as en VO? Little, elle l'a en VO. C'est la même couverture en plus. Franchement, ça dépend s'il est gros en fait. Parce que s'il est gros et que je l'achète en VO, je le lirai jamais. Donc c'est un petit peu, ça dépend de ça. Ça dépend de ça. On vous dit avec la jeune Coraine, je sais pas, qui est fille d'une pirate légendaire. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais moi, rien que tu m'avais dit fille d'une pirate légendaire, j'étais là, trop bien, trop bien. Ça a l'air trop bien. Donc, on verra. On verra si je craque. Tout le monde sait que je vais craquer, on est d'accord? Enfin, je pense que vous me connaissez à un moment donné. Je n'abuse personne, tout le monde sait que j'ai dit on verra si je craque, ça veut dire ok, je vais le prendre, tu vois. Va-t-il sortir le 5 janvier? J'en sais rien, mais je me le prendrai quand il sortira, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai un e-book, pas fait attention aux pages, ok, il te fait trop envie. Pirate légendaire, mais oui, Nata, nous sommes faibles face aux pirates légendaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ensuite, allez, on sort de ça. Hop. Le 6 janvier sortira un roman que je veux tellement, mais tellement, parce que qui dit roman japonais chez Piquet dit Manon, déjà de base. Enfin, je pense que c'est japonais. Mayumi Inaba, ça sonne japonais, hein, pour le coup. Me suis-je avancée peut-être? Littérature japonaise, voilà. Ah, mais c'est elle qui a écrit 20 ans avec mon chat, La péninsule aux 24 saisons et La valse sans fin. D'accord, elle a déjà un vécu chez Piquet. Donc 1000 ans pour aimer, c'est l'histoire de Sawa qui concocte, on vous dit, des teintures naturelles à base de feuilles, de branches, de fleurs, de racines, pour faire surgir des couleurs surprenantes. Et elle est... Est-ce que je vais vraiment vous le dire? Savez-vous pourquoi il me fait très envie? Il parle de deuil, oui je sais, voilà. Voilà, il me fait très envie parce qu'il parle de deuil. On est à la recherche de cette teinte invisible et on vous dit que en cherchant cette teinte invisible, elle tente de calmer le chagrin qui l'étreint au souvenir de son mari disparu. Et là, Manon a fait OK, précommande. OK. Non mais franchement, il réunit tout. Littérature japonaise, deuil,
Piquier, déjà, de base. Piquier, c'est gage de qualité pour moi. Mais oui, voilà, mais ils l'ont tous dit, deuil. Mais bien sûr. Mais bien sûr, non, mais c'était obligé. C'était obligé. Je l'ai précommandé celui-ci, on en parlera vite. Je sais pas combien de pages j'ai fait, mais voilà. Oh, oh, le transparent, il marche pas bien. J'avais pas vu qu'on avait encore le Victoria Eviard derrière. Pardon, c'est le verre qui est pas bien passé. Ensuite, la sorcière de Limbricht. Il y a eu 2 couvertures qui ont été montrées. Moi, il me semble que sur le catalogue que j'avais reçu, c'était celle-ci. Mais sinon, il y en a une autre verte. Et c'est peut-être la verte qui va sortir, j'en sais rien. Je sais pas. C'est de Susan Smith aux éditions Charleston. Ici, on est dans une réécriture féministe de La chasse aux sorcières. Dois-je en dire plus pour vous donner envie de le lire? Je ne pense pas. Ça se passe en juillet 1674 à Limbricht. Et on est avec, alors attention, Entgen Louichten, qui, on vous dit, regarde passer les jours. En gros, je crois qu'elle est méga orientée vers les arbres, la nature, les saisons, etc. Et forcément, à un moment donné, elle vit dans un village puritain reculé de la campagne néerlandaise. Et forcément, on va l'accuser de sorcellerie. Sorcellerie, évidemment. Bref, moi, ça me faisait super envie. Mais je ne l'ai pas demandé, je crois. Je crois pas, j'en ai demandé un autre. En fait, si vous voulez, chez Charleston, on a reçu le catalogue et je crois que c'était pour les sorties janvier et février. Et sincèrement, il y en avait tellement qui me tentaient qu'il a fallu faire un choix à un moment donné. Tu peux pas demander tout le catalogue, ça n'est pas possible, surtout quand t'as le rythme de lecture que j'ai actuellement. Donc c'est vrai que j'ai fait un choix et ça ne s'est pas porté sur celui-ci, malheureusement. Ensuite, toujours pour janvier 2023, nous n'oublions pas, janvier 2023... 10e sortie, À tout jamais, de Colleen Hoover. C'est la suite, je crois, de Jamais plus, de la même autrice. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé parce qu'en fait, j'ai pas lu Jamais plus. Et du coup, j'ai un peu peur que ça me spoil Jamais plus en lisant À tout jamais. Voilà. C'est une suite directe normalement. Bon bah voilà, je ne lis pas le résumé, c'est très bien. Moi, c'est vrai que j'ai Jamais plus dans ma palle à lire. C'est un Colleen Hoover, donc je pense que ça va me plaire. Alors... 11e sortie de janvier, Une magie teintée de poison aux éditions Stardust de Judy E. Lin. Là pour le coup, salut Elodie, bonne année! Là pour le coup, j'ai eu un extrait à Montreuil. Je suis allée sur le stand de Stardust et il y avait 2 extraits. Un pour celui-ci et un pour le roman qui sort en mars et que je vais forcément m'acheter, mais je me souviens plus du titre. Mais je sais que je vais le prendre. Voilà. Salut Alexandra, comment tu vas? La couverture, mais ouais, cette couverture, elle est incroyable, elle est trop belle. Et là, on commence avec quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Alors, c'est horrible de dire que j'aime bien, mais quelque chose d'intéressant en général pour moi dans un roman. On vous dit, Ning a perdu sa mère. Y aurait-il un petit deuil là-dessous? Peut-être. Oui, voilà, non mais deuil, non mais vous le savez déjà, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Donc, elle se sent responsable en fait, surtout. Elle l'a mis, en gros, il y avait un thé venimeux qui a été fatal à sa mère et qui pourrait être également mortel pour sa sœur Chou. Et du coup, elle doit... Il y a une compétition qui est organisée pour trouver le plus grand maître du Shen Nongshi du royaume. Je ne sais pas ce qu'est le Shen Nongshi, je suis navrée. Enfin, si on vous le dit après, pardon. Une magie ancestrale de l'art et de la préparation du thé. Où ce dernier peut se révéler être une excuse, un défi ou encore une arme. On est d'accord qu'on va tous se le prendre ou pas? Enfin, qu'on se mette d'accord à un moment donné. Ensuite, toujours le 11 janvier, future sortie de Faubourg Marigny qui s'appelle La berceuse des sorcières qui me fait trop envie. On est avec, on vous dit, 2 femmes, une histoire de sorcellerie, un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Et là tu te dis, ok. En plus, c'est Faubourg Marigny. C'est de Esther Fox, mais c'est Faubourg Marigny. Ça se passe deuxième moitié du 19e siècle. Et on vous dit qu'on est avec Margaret Harlow, qui est plus attirée par les bois et les falaises sauvages que par la société bien pensante. C'est une jeune femme issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, mais elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend d'elle à l'époque. Elle devient de plus en plus étrange et de plus en plus belle, alors qu'elle cultive un étrange pouvoir. Bientôt, on chuchote autour d'elle et le nom de sorcière émerge. Et la puissance de Margaret commence à tisser une toile bien sombre autour de la ville. Ça a l'air trop bien. En vrai, quand j'ai vu
Celui-ci et celui de Charleston, je vous avoue, j'ai un petit peu hésité, mais je pense que je vais me prendre la berceuse des sorcières. Je pense. Surtout qu'on est, je crois, avec une double temporalité parce qu'on vous dit après 150 ans plus tard, et on suit Augusta Podos, qui va avoir un emploi dans une maison historique d'une riche famille, enfin bref. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça a l'air chouette. 13e sortie de ce mois de janvier 2023. La reine du pays sous la terre de David Duchovny chez le rayon imaginaire. Là, pour le coup, ce sont des romans à chaque fois imaginaire adulte. On est sur du 25 €, je crois. À chaque fois, ils sont super chers, les romans de cette collection. Super chers. On vous dit qu'on est à New York. On vous dit la ville du melting pot par excellence, ça on est d'accord. Et imaginez que tous les immigrants venus du monde entier ne soient pas arrivés seuls et qu'avec eux, leur divinité, les personnages magiques de leur folklore, de leur tradition, de leur légende d'origine, seraient aussi arrivés. C'est incroyable, je trouve. Cette idée, elle est trop bonne. Elle est trop bonne, ça va vraiment te montrer le mélange des cultures avec, je pense, le fait de suivre les personnages des folklores, de la culture et tout. Trop intéressant, je trouve. Et on suit Emer et son amoureux qui deviennent malgré eux, on vous dit, les enjeux de ces créatures, quand Anansi, la déesse araignée africaine, décide de jeter son dévolu sur le jeune homme et que tout se ligue contre Emer pour l'empêcher de vivre sa romance. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'adore le thème, mais ouais, ça a l'air trop bien, franchement. Mais 25 €. 25 €. Oh, moi, je vais pas le préco, hein. Tu sais, il faut être sûr de ton coup. Quand tu balances 25 € dans un bouquin, t'as intérêt à être sûr d'aimer. 14e sortie de janvier 2023. Nous le rappelons, je me suis trompée. Oh, celui-ci. Créature du petit pays de Joachim. Joachim. On est chez les presses de la cité et on vous dit... On cite Pachinko quand même. Tu vois ? On cite Pachinko dans un avis. On vous dit qu'on est dans le Séoul des années folles, une ville énergique et rebelle qui frémit sous le joug de l'occupation japonaise. Oui, parce que vous le savez, les Japonais ont occupé la Corée un bon moment. On vous dit jeune courtisane, aristocrate, soldat et idéaliste se désirent et se déchirent. Et on va suivre Jade, qui est la Giseng, qui aime Hanchol, l'étudiant déclassé. Mais c'est Jungo, le chef de bande orphelin, fils d'un chasseur de tigres, attention, qui se révèle son allié le plus fidèle dans un monde en pleine mutation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est à Séoul dans les années folles. Voilà. On est à Séoul dans les années folles. Évidemment qu'il me le faut. Donc, je vous ai dit, il y a 2 livres. Vraiment, celui-ci, je vais me l'acheter parce que Presse de la Cité, je suis pas en partenariat avec eux. Et celui que je vous ai montré au tout début, là, si j'avais ton visage, je le veux. J'en ai besoin, tu vois. Mais il fait... Attends. Ah, mais il fait 500 pages ? Mais j'avais pas vu. Alors, on vous dit fresque historique qui raconte sur près d'un demi-siècle l'espoir et les tourments d'un peuple qui lutte pour son indépendance. Ça a l'air super intéressant, mais 512 pages ? Bon, au moins, tes 20 balles, tu sais dans quoi tu les mets. Mais 512 €. 512 € non, 512 pages. 512 €, ça fait cher le livre. Hein. Bon, pop. Attention, le livre il est en or massif, tu sais. Aïe, je suis fatiguée, je crois. Pardon. Sortie suivante, le nouveau Kirakas. 1000 battements de cœur. L'autrice de la sélection. Qui a lu la sélection ici ? Qui a lu la sélection ? Qui a lu La fiancée ? Je crois que j'ai lu que le tome 1. Je crois, j'ai pas lu le 2e parce que c'était un peu... nul. Pardon. On vous dit, l'amour a un son. Cela ressemble à 1000 battements de cœur qui se produisent en même temps. La princesse Annika a vécu une vie de confort, mais aucun luxe ne peut changer la vie. Non. Mais aucun luxe ne peut changer le fait que sa vie ne lui appartient pas. Le roi, je lis que le début, hein. Le roi, autrefois son père aimant, est devenu froid et Annika sera bientôt contrainte à un mariage sans amour pour un gain politique. Moi, c'est Kirakas. À partir du moment où c'est Kirakas et que j'ai adoré la sélection, même si maintenant je pense que ça a mal vieilli et que j'arriverai plus à le lire, je pense que je vais le découvrir quand même. Peut-être pas tout de suite, peut-être que je vais attendre les premiers avis, mais il me fait envie quand même. On verra. Allez, sortie suivante, on est à la 16e sur 23. Courage. Une promesse de givre de Marine Sivan, je pense.
Aux éditions Scrino, ici on vous dit qu'on est au cœur de la taïga et de ses mythes, où chaque jour est une lutte pour la survie. On est dans une taïga imaginaire pour le coup, avec une sœur et un frère qui sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Elle, égarée après avoir fui, cherche à survivre dans les immensités glacées. Lui, soumis à l'emprise du meneur des esclavagistes, cherche à protéger son identité qu'on voudrait mettre en pièces. Ils ont promis de se retrouver, mais le pourront-ils ? Alors moi, je vous avoue que c'est cette dernière année, et celle d'avant aussi, je crois, j'étais partenaire Scrinéo quand 2020 ou 2021, je sais plus. J'ai été pas mal déçue par des romans de cette maison d'édition. Du coup, c'est vrai que je suis plus partenaire avec eux et que j'attends toujours vraiment les avis des copines qui sont encore partenaires avec eux. Donc, je me prononce pas, j'en sais rien, on verra. Ça a l'air intéressant, je l'ai noté, mais de là à vous dire que je l'ai précommandé, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et je l'achèterai pas avant qu'on me dise « Ouais, c'est un méga coup de cœur, c'est incroyable ». Ça, c'est sûr. Ensuite, faudrait peut-être reprendre cette vidéo, mais non, tu pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Sortie janvier numéro 17. J'ai noté ce roman qui est de l'auto-édition. Hop. Donc, Le murmure des abîmes de Lydia Brasington. Je trouve la couverture trop belle et en même temps un peu effrayante. Je vais pas vous le cacher. On vous dit « Le roi a tué mon père, désormais il fait de moi son héritière. » Astra vit en exil dans le domaine de sa grand-mère jusqu'au jour où les soldats d'Elkma la ramènent de force à Ivaka, la capitale. La jeune femme se retrouve entourée de ceux qui ont trahi et assassiné son père. Elle accepte la couronne et les exigences du roi, mais en secret, elle n'aspire qu'à une chose, venger sa famille. Mais bien sûr, va y avoir une romance. Parce que Lydia Brasington, à la base, je crois qu'elle écrit de la romance. Et là, il me semble que du coup, ça va être la romantasy. Romance dans la fantasy. Et moi, j'aime bien la romantasy. Donc, forcément, je l'ai noté. C'est de l'auto-édition. La couverture est méga ouf. Je ne connais pas du tout cette autrice. Je me dis, pourquoi pas ? J'achète toujours un auto-édité par mois à peu près pour soutenir l'auto-édition. Est-ce que ça serait pas celui-ci cette fois-ci ? Il sort quand ? Le 14, je crois. Ouais, c'est ça. Le 14. La 18e sortie de janvier. Évidemment, hop, je l'ai déjà. Enchantement. Alors, sachez... Attends, je vais regarder quand même à la lumière avant de vous dire des bêtises. Sachez que imprimé, il fait pas comme sur le PC. Regardez, je sais pas si vous verrez la différence, mais on voit beaucoup moins de vert. Non, Lidl, pas de friandises pour Luna. Je donnerai tout à l'heure. Merci pour elle. Il fait beaucoup moins vert. Vraiment, il fait... J'ai même du mal à voir. Il fait un peu passé. Il fait pas très vert. Donc, Enchantement, le volume 1 d'Anthony Blanche et aux éditions Incepio qui sortira le 16 janvier. Donc, vous vous doutez qu'on en parlera ici. J'ai eu mon petit marque-page dédicacé, donc ça, c'était super gentil de sa part. On vous dit, autrefois, le monde était béni par la magie, les enchanteurs étaient légion. Devinez qui on va suivre. Printemps 2019, Merlin, évidemment, est le dernier de son espèce, condamné à chercher son successeur alors que son immortalité lui a été retirée. Pire encore, Thorhold, le plus dangereux sorcier de sa génération, s'est échappé de sa prison pour se venger. Bref, on est dans un monde magique avec des magiciens et des sorciers. Moi, ça m'a attiré parce que c'est les éditions Incepio et donc je me suis dit, allez, il fait 300 pages. Franchement, ça se fait. Merlin ? J'aime Merlin, Karine. Tu me tues, Karine. 19e sortie, Greca, le tome 3. Là, je vais pas lire le résumé, mais je vais vous le montrer en vrai. Je le trouve, pour le coup... Attends. Aussi beau en vrai que sur le PC. Voilà. Greca, le tome 3. Je vais pouvoir attaquer la saga. Il faut quand même que je termine Horizon. Voilà, mais au moins, j'ai le 3e tome. La fin de Greca qui sort le 16 janvier. Là aussi, j'ai mon petit marque-page dédicacé trop mignon que j'ai pas forcément lu, si. Ah si. Si, je me souviens parce qu'elle a mis « Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer un excellent moment de lecture en leur compagnie. » Avec les guillemets de « excellent ». Donc, je sais pas qui elle va tuer cette fois-ci, mais ça me fait un petit peu peur. Voilà. Vous serez prévenus. Elle a pas mis bonne chance cette fois, c'est déjà ça. Mais voilà. Cette saga me fait de l'œil depuis la sortie du tome 1, mais oui, moi aussi. Moi aussi. Et du coup, je vais pouvoir le découvrir, là, c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà pour Incepio.
J'ai peur de lire cette trilogie. J'arrête pas de voir des stories, disant que les gens sont au bord de la crise cardiaque et Lysia dit à tout le monde « Mais non, ça va bien se passer ». Non mais, en même temps, à partir du moment... Salut Didi, au fait, bonne année. À partir du moment où tu lis un Lysia Marot, tu sais, you know, tu sais qu'elle est sadique, tu sais que tu vas chialer, tu le sais, c'est tout. C'est tout. Sortie numéro 20, la fille du docteur Moreau. Donc là, c'est chez Brajlon et je sais que je l'ai demandé parce que c'est de Silvia Moreno Garcia. Silvia Moreno Garcia qui avait écrit Mexican Gothic que j'avais adoré. On est avec Carlota Moreau qui est une jeune femme ayant grandi dans une propriété isolée à l'environnement luxuriant au niveau de la péninsule du Yucatan. Elle est la fille unique d'un chercheur qu'on vous décrit comme étant soit génial, soit fou. Moi déjà t'avais dit fou, tu m'avais perdu, j'étais là, évidemment. Montgomery Lofton, je sais pas, est un chef d'équipe mélancolique au passé tragique porté sur la boisson. Il aide le docteur Moreau dans ses expériences financées par les Lizalde, des propriétaires fortunés de splendides haciendas. Si basé sur le livre de l'île du docteur Moreau, je vais y aller sans hésiter. Bah je pense, vu le titre, je pense. 21e sortie, Les femmes du dispensaire que j'ai reçue justement cette semaine. Je peux vous le montrer. De Enrique Engel. Et en fait, ce qui m'a trop plu, ce qui m'a trop donné envie de le lire, c'est qu'on est en 1910 à Hambourg, donc en Angleterre, et on suit Anne qui est allée en Angleterre pour apprendre la médecine. Elle a été diplômée de la faculté de médecine, tout juste ouverte aux femmes, on se doute bien, hein, c'est quand même en 1910 les gars. 1910, t'as une jeune diplômée de médecine qui va s'installer dans un quartier défavorisé du port de Hambourg et on va découvrir 2 corps de femmes aux abords du dispensaire et elle va comprendre qu'un message lui est destiné. Voilà, mais bien sûr, on adore cette époque. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, il me faisait très envie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait faire des choix. J'ai choisi celui-ci plutôt que Les Sorcières parce que y a un autre roman sur les sorcières que je veux lire et je me suis dit 2 romans sur les sorcières dans le même mois, je vais pas assumer le truc. Donc voilà. Avant-dernière sortie, et non des moindres, le 19 janvier, il y aura le roman Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. Qui est Michael Brun-Arnaud ? C'est simplement l'auteur de Mémoire de la forêt dont on attend le tome 2 avec une vive impatience et je suis en train de faire n'importe quoi avec mes pages internet. Mais on attend le tome 2 pour mars et vous n'imaginez pas mon impatience, je crois. Depuis la soirée à laquelle j'ai assisté à Montreuil pour le lancement de la couverture et tout, clairement, voilà. Et je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire dans le domaine de l'adulte ? On est avec Paul Marie, qui est un employé de mairie, on vous dit bien sous tout rapport, qui a recueilli chez lui Enzo, un jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Pour rappel, Michael Brun-Arnaud a travaillé comme psychologue avant d'ouvrir sa librairie à Paris. Et du coup, il a un regard, je dirais, très fin, très affûté sur la plupart sur plusieurs maladies, sur plusieurs syndromes, sur plusieurs choses. Mémoire de la forêt était sur la maladie d'Alzheimer, qu'il avait renommée pour les petits la maladie de l'oubli-tout, qui était extrêmement bien fait, surtout pour un roman jeunesse. Et là, on est avec un patient, avec un jeune adulte atteint de déficience intellectuelle, qui, je crois, n'est pas très apprécié du village, en Provence, voilà, où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et on a Paul Marie qui va cacher Enzo dans son grenier, ou dans le grenier de sa mère, et dans un village où vraiment on n'est pas tolérant du tout, hein, on vous le dit dès le résumé. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a bien pu écrire là-dedans ? Je me dis pas que je vais forcément vers un coup de cœur, parce que ça va vraiment changer des Mémoires de la forêt, et en même temps j'ai tellement envie. Donc voilà, nouveau roman de Michael Brun-Arnaud, avant Mémoire de la forêt tome 2 en mars, moi j'ai hâte. Moi j'ai bien hâte. Et enfin, dernière sortie, janvier 2023, hein, bien sûr. De lune et de sang d'Erin Beatty, le nouveau roman chez Lumen. Erin Beatty, c'est celle qui avait écrit La couleur du mensonge que j'avais adoré. Et alors, si je le reçois,
sachez que ça sera mon premier partenariat avec Lumen. Ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils s'acceptaient parce que j'ai adoré Erin Beatty, j'ai adoré La couleur du mensonge. Et je me dis, mais je veux trop découvrir son nouveau roman. Et ils sont censés normalement me l'envoyer, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Je vous l'avoue, on le lira directement. Alors là, avec Lumen, il faut se méfier des résumés. On vous dit, au cœur de la vallée de Collis s'élève un immense sanctum, en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, je pense, c'est athérienne, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Et moi, j'ai pas envie de lire plus que ça. En effet, il y a du sang sur la couverture, en effet, la couverture est splendide, et c'est Erin Beatty, et c'est Lumen, et je me dis, ok, de toute façon, je vais normalement le recevoir, donc je le lirai, c'est sûr. Et on vous dit qu'on est dans un monde imaginaire à la fois sensuel et envoûtant, et avec un thriller psychologique, on vous dit qu'il vous fera frissonner à chaque nouvelle goutte de sang versée. Moi je veux frissonner, je suis prête. Je suis prête, faites-moi frissonner. Donc voilà pour les sorties littéraires de janvier. J'espère que ça vous a plu. Je vais clôturer la vidéo, hein, pas le live. Je vais clôturer la vidéo sur YouTube du coup, parce que depuis tout à l'heure je papote, et puis ça fait je sais pas combien de temps là. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de sorties en janvier qui me faisaient de l'œil. Donc je pense que ça va être à la fois janvier-février pour moi, parce que ça devient un petit peu chaud là quand vous regardez. Je vous ai montré quand même ici 1, 2, 3, 4 livres que j'ai déjà. Donc on en est déjà là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu sur YouTube. Moi je vais continuer sur Twitch. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.